Dimanche 1er juin 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, des voix s'élèvent pour condamner l'agression dont le sénateur Moïse Jean-Charles a été l'objet de la part d'un agent de l'APENA. Maître Samuel Madistin, conseiller du comité de pilotage du MOPOD, demande que l'action publique soit mise en mouvement contre le policier fautif. Le coordonnateur du Conseil haïtien des acteurs non étatiques, Édouard Poultre, déplore la politisation de la police. La situation, selon lui, s'apparente à celle de 2003 où les policiers affichaient le plus grand mépris pour les lois et les droits des citoyens. À l'étranger, le sergent Bo Bergal, un soldat américain retenu en Afghanistan par les talibans pendant 5 ans, a été libéré à l'issue d'un échange contre 5 Afghans emprisonnés à Guantanamo. Cet échange de prisonniers constitue une ouverture pour des négociations entre les États-Unis et les talibans, selon le secrétaire d'État américain à la Défense, Chuck Hagel. Plus de 6 000 policiers ont été mobilisés par l'armée thaïlandaise pour empêcher de nouvelles manifestations dans la capitale Bangkok. L'armée estime que la réconciliation politique et les réformes prendront environ 1 an, période à l'issue de laquelle seront organisées des élections générales. Dans l'actualité sportive, San Antonio a dominé samedi Oklahoma City et remporté la finale de Conférence Ouest 112-107 après prolongation. Ce 4e succès face au Thunder permet également aux Spurs de s'offrir un remake de la finale NBA de l'an dernier. Tennis, Roger Federer, Joe Wilfried Tsonga et Richard Gasquet ont quitté Roland Garros ce dimanche au stade des 8e de finale. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Des voix s'élèvent pour condamner l'agression subie vendredi par le sénateur Moïse Jean-Charles devant la prison civile de l'Arcaillet. Le parlementaire a été bousculé par un agent pénitentiaire alors qu'il entendait visiter le militant Ronnie Timothée, incarcéré depuis tantôt 2 semaines. Maître Samuel Madistin, le conseiller du comité de pilotage du MOPOD, demande que l'action publique soit mise en mouvement contre le policier fautif qui, ajoute-t-il, aurait dû être sanctionné par le directeur de la prison. Participant ce dimanche au magazine Sans détour avec Marie-Lucie Bonhomme, Maître Madistin, qui a également dénoncé les actes de vandalisme perpétrés par des partisans de Ronnie Timothée au bureau du juge de paix de la ville, a dénoncé les velléités dictatoriales dont le gouvernement ne cesse de faire montre depuis un certain temps. D'abord, pour qui ça, pour que des agents de l'APENA qui dans base qui recevoir des gens pour être pas de cagoule. Évidemment, même les gens n'ont pas de cagoule, mais dans la prison, le jour même, le directeur de prison a connaît qui monde qui bail couloir parce que qui monde qui était là, il faut que le directeur de prison ait une première sanction que il prend contre l'agent ça le jour même s'il pas fait lui-même. Il faut poser la question pour qui ça. Et en dernier lieu, je pense que son bagage qui fait pour aller joindre le commissaire gouvernement pour mettre l'action publique en mouvement contre ce policier, pouvoir bon, dans le cas ça, a montré qu'effectivement son pouvoir qui gagne des velléités dictatoriales, qui ont un comportement inacceptable et que les citoyens n'ont pas accepté. En 2014, après toute bataille que le peuple haïtien a fait, que un type de pratique ça dans l'État. Ok, moi, je suis passé de images externes à dessin, ou réagir tout d'abord sur l'agression qui est faite sur Moïse Jean-Charles et mon yo quand ça j'ai je réagir sur le deuxième aspect à tout. Je connais comment faire dans le tribunal, bureau juge là, il n'y a pas aucune sécurité. Maintenant, ceci dit, les gens qui vandalisent le bureau juge là, c'est condamnable. Et au même temps, ils méritent sanction que
la loi prévoit pour eux. On ne va pas tolérer des ordres qui viennent, quel que soit côté le soutien. Moi, je suis pour un État démocratique, un État de droit, je ne suis pas pour un État de désordre. Et ce n'est pas parce que je suis victime d'un comportement anormal que je réagi de manière anormale. C'est quoi, l'Américain dit, tout wrong don't make it right. Ça dit qu'on ne peut pas corriger mal par mal. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas d'accord pour ni ça fait sénateur, ni pas d'accord avec les gens qui étaient avec sénateur, qui a le saccagé bureau juge là, des deux côtés, ils ont été sanctionnés. Le coordonnateur du comité haïtien, du Conseil haïtien des acteurs non étatiques, Édouard Poltre, qui participait lui aussi à Sans détour, a également dénoncé l'attitude du policier qui a agressé le parlementaire. Il déplore la politisation de la police. La situation, selon lui, s'apparente à celle de 2003 où les policiers affichaient le plus grand mépris pour les lois et les droits des citoyens. Édouard Poltre a d'autre part dénoncé le régime en place qui foule aux pieds les procédures démocratiques. Et ça nous souhaite à son épisode. Et il y a un dossier, Timothée, qui gagnait plusieurs aspects là-dedans. C'est comme dans le régime dictatorial. Gens et arrestations faites, manière que utiliser, mandat que utiliser, monde qui arrêtait, etc. Donc c'est comme dans l'ancien régime. Donc gagner des leçons que la société a besoin de tirer d'abord de l'arrestation. Il y a un ensemble de faits et de comportements que nous suivons de l'attitude de la police, là, que ce soit dans la gestion que le fait de manifestations, que ce soit dans le dossier ça en particulier, lui montrer que gagner une forte tendance dans la police là pour politiser l'institution. Ça, c'est des signaux qui voyaient, qui montraient que nous pourrions aller vers un régime qui n'a pas de respect pour les normes démocratiques et de l'état de droit. Ce qui veut dire que nous sommes capables de tomber dans une situation, même Jean la police là, est tombé en 2003-2004, côté où la police partisane qui est obéie aux ordres du pouvoir politique, du pouvoir d'État, et puis sans considération du respect de la loi, du respect des droits, du droit du citoyen et du respect des libertés. Donc, moi, je crois que le chemin, ça, c'est le chemin le plus tortueux que pouvoir t'apprendre et la police là-dedans. La cellule de réflexion et d'action nationale CRAN attire l'attention de la population sur les dangers qui menacent le processus électoral et encourage les acteurs politiques à faire preuve de plus de transparence et de sincérité dans leurs discours et dans leurs pratiques. Le coordonnateur du CRAN, Père Jean Hansens, dit croire que tous les acteurs, qu'il s'agisse de l'opposition ou du gouvernement, chercheraient à emporter les élections avant même l'organisation du scrutin, alors que le Conseil électoral de 7 membres n'inspire pas confiance. Père Hansens demande aux responsables des partis politiques de communiquer leur programme de gouvernance et de proposer des pistes de solutions aux différents problèmes auxquels le pays fait face depuis plusieurs années, soulignant que l'accord d'El Rancho n'a pas réellement contribué à créer un climat de confiance entre les acteurs politiques. Nous voyons qu'après l'accord El Rancho, donc ça, tout le monde a espéré, au moins pour gagner plus confiance parmi les acteurs politiques dans le pays, nous voyons ça pas fait. Et là, nous-mêmes, dans la société civile, réfléchissons sur ça, qui ça nous voit. Nous dit, problème fondamental là, ces gens en pile dans les politiciens, donc ils n'ont pas vraiment quoi. Ça, c'est l'impression que nous gagnons dans le processus démocratique, avec l'état de droit. Donc, et toute stratégie qui mettait sous pied, et nous pas parler sous mon pouvoir avec opposition, nous dit plus fort acteurs politiques nous voulaient gagner l'élection même avant l'élection yo faite. C'est le pays qui là, donc il manquait d'inspirer confiance, ça c'est évident. Et nous j'en regrette tout, gens ils mettaient un CEP sous pied, donc qui gagne seulement 7 membres là-dedans parce que nous pas croyons que ça a aidé le processus là. Donc plutôt moun attend plutôt gagner un petit patience
pour avancer avec plus confiance. Ça, c'est opinion. Mamio dans grand mettez devant. Parce que une fois le processus électoral a commencé, il y a l'autre difficulté toujours qui posait. Donc question de ONI, les listes électorales, etc. Parce que tout ça crée en pile préoccupation. Parce que traditionnellement, l'élection faite, c'est très souvent autour de listes électorales que gros frustration yo créé. Listes électorales côté monde pas jouer non yo. Côté les pas clair qui côté pour mon voter, etc. Donc même avec toute bagaille ça yo, donc nous poko bagaille. En même temps parti politique yo doit être clair sur qui pays yo voulait. Donc nous attend des programmes politiques réels dans même parti politique yo, des programmes de gouvernance politique qui vraiment parlaient ce problème monio et côté vraiment des solutions et des avancées offrir pour les gens capables d'avancer plus devant. Autre point de l'actualité, les membres du comité de pilotage du Fonds de reconstruction d'Haïti ont participé mercredi dernier à leur 12e réunion de travail, au cours de laquelle ils ont notamment évoqué l'avenir du dit fonds. Le FRH ne va plus continuer à recevoir les financements destinés à la reconstruction du pays, a indiqué la présidente du comité de pilotage du FRH, la ministre des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, ajoutant que les bailleurs vont privilégier des projets d'appui au secteur privé en vue notamment de favoriser la croissance et la création de richesses. Le FRH là, il a été créé après une rencontre qui a été gagnée dans les Nations Unies. Côté gouvernement haïtien demandé spécifiquement tout pays qui dit ces pays amis Haïti que et puis avec des bailleurs de fonds traditionnels qui travaillent avec Haïti, tant pour Banque interaméricaine de développement et tant pour Banque mondiale, pour aider à ramasser cob pour reconstruction. Parce que nous connaissons chaque organisme, il y a des projets spécifiques, des projets qui sont bien ciblés qu'il y a fait avec Haïti. De même que chaque pays, il y a un secteur spécifique appuyé dans les projets gouvernementaux. Par exemple, l'Espagne travaille en pile avec le secteur de l'eau. La Banque interaméricaine de développement travaille en pile avec le secteur de l'éducation. Mais il y a l'autre projet qui n'a pas des bailleurs spécifiques qui prennent en charge. Donc, FRH, là, c'est un fonds commun, côté tout le monde met de cop, et puis pour financer tout projet qui n'a pas de preneur. Sous base ça, qui était une bonne expérience, nous demandons aux bailleurs pour faire le même geste là, pour contribuer à alimenter un fonds, mais un fonds qui va financer investissement et plutôt investissement productif. C'est ça, c'est une initiative ça, que tout bailleur qui était présent, a accepté. Il a aidé à travailler sur ça. Nous avons une étude qui va le faire, c'est la Banque interaméricaine de développement qui a financé pour nous voir qui j'aime bagaille ça possible pour nous faire fonds d'investissement, qui mécanisme pour nous mettre en place pour gérer lui, et qui j'aime pour nous faire pour nous connaître si projet est-ce que son projet cap rentable, c'est pas l'argent qui va le gaspiller, c'est pas l'argent qui va le jeter. Donc tout ça est supposé dans l'étude là. Et c'est à partir de l'étude ça, on a pris cette structure actuelle qui était en dedans FRH, c'est lui-même qui est adapté pour nouvelle orientation ça, qui pour une reconstruction qui pas petit projet, mais qui plutôt investissement pour faire comme la tournée. S'il pas adapté pour mettre en place l'autre structure là qui va aider nous justement faire revirage ça pour nous quitter Assistana, pour nous aller vers la croissance. Le gestionnaire sortant du FRH, Joseph Leitman, s'est félicité pour le travail accompli ces 4 dernières années par cette structure. Pas moins de 400 millions de dollars ont été mobilisés sur la base de propositions faites par le gouvernement qui avait défini ses priorités, a-t-il dit, précisant que le FRH a financé le ramassage de plus d'1 million de mètres cubes de gravat et la relocalisation à travers le programme C6 de grand nombre de citoyens qui occupaient des camps de fortune. Pour cette année, le FRH devrait allouer 38,6 millions de dollars à l'appui budgétaire, 15 millions au financement du programme de cantine scolaire, 40 millions à la réalisation de projets dans les domaines de l'agriculture, la santé et la formation professionnelle, 4 millions de dollars à la réforme de l'éducation, sans oublier le financement de la réhabilitation de la ligne électrique de transmission entre le barrage de Péligue et Port-au-Prince, a indiqué M. Leitman. Bon, premièrement, ici en Haïti, nous avons testé un nouvel modèle de financement de développement. C'est le Fonds de reconstruction d'Haïti. Pourquoi nouvelle? Parce que normalement, les projets de développement
sont une négociation entre le gouvernement haïtien et un donateur. Ici, nous avons réussi à mobiliser 400 millions de dollars qui étaient mis dans le même pot et qui étaient utilisés sur la base des propositions du gouvernement. Qu'est-ce qu'on a fait cette année? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a décidé d'utiliser plus que 100 millions de dollars du Fonds de reconstruction pour appuyer les programmes du gouvernement haïtien. Nous allons utiliser 48 millions de dollars cette année pour aider le budget de l'État. Nous allons appuyer le programme de cantine scolaire du gouvernement haïtien avec un financement de 15 millions de dollars. Nous avons, à partir du projet de gestion de débris, relevé 1 million de mètres cubes de débris dans des quartiers très difficiles à travailler, à Port-au-Prince et aux environs. Nous avons financé la relocation de plus que 100 000 personnes des camps au quartier d'origine à travers le projet C6 du gouvernement. Nous avons financé des kits scolaires pour plus que 120 000 étudiants. C'est le Sénégalais Mamadou Dème qui va, à partir de ce mois de juin, assurer la gestion du FRH, appelé à se transformer en un fonds d'investissement. Saluant le travail réalisé par son prédécesseur, il dit souhaiter bâtir sur le succès qu'a été le Fonds pour la reconstruction d'Haïti. M. Dème a également émis le vœu que, suite à l'évaluation du travail accompli par le FRH ces 4 dernières années, il pourra mieux se structurer en vue notamment d'appuyer le développement du secteur privé. Les premiers fonds qui avaient été reçus par le FRH et qui ont servi à la reconstruction sont pratiquement épuisés. Maintenant, la deuxième phase que nous entamons avec Madame la ministre, nous sommes en train de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut bâtir sur le succès qu'a été le FRH. Et le gouvernement vient de, comme l'a dit Madame le ministre tout à l'heure, est en train véritablement de donner une nouvelle impulsion au FRH. Et nous espérons qu'avec l'étude, l'évaluation qui va être faite durant les mois à venir, va nous éclairer encore tous un peu plus sur comment mieux instrumentaliser le FRH, comment mieux le structurer, comment mieux l'utiliser pour les nouvelles priorités que le gouvernement lui-même s'est fixées. Et comme elle l'a effectivement affirmé, la priorité du gouvernement maintenant, c'est d'appuyer le développement du secteur privé. Et le FRH va s'adapter à cette demande-là, comme il l'avait déjà fait du reste pour la reconstruction. Autre point de l'actualité, 92 malvoyants et non-voyants, dont 59 femmes, ont reçu vendredi leur certificat de participation à un cours de formation offert par la Société haïtienne d'aide aux aveugles. Il s'agit des promotions de 2013 et de 2014. Ils ont été formés dans 3 filières, cuisine, pâtisserie, artisanat et informatique adaptée, a indiqué Bédiohan Sulfas Françoise, coordonnatrice de projet de formation à l'achat. Un projet réalisé grâce au support du programme HOPE et de l'USAID, a indiqué Mme François, soulignant que ce genre d'initiative peut favoriser l'intégration des handicapés dans la société. L'activité aujourd'hui, c'est que nous avons fait graduation pour 2 promotions. Notre promotion année dernière, là, qui c'est année 2013, parce que chaque année, nous avons 5 mois de formation. Donc, et année 2014, comme je t'ai dit, filière de formation, il y a des gens qui prennent cuisine et pâtisserie, il y a des gens qui prennent artisanat, il y a des gens qui prennent informatique adaptée pour les non-voyants. Donc, nous avons remettre mon certificat de participation. Nous avons 92 monde, 33 hommes et 59 femmes. Nous faisons formation ça, on a un objectif pour nous capables d'aider les handicapés à gagner un outil qui peut aider, par exemple, à niveau de formation professionnelle, métier manuel qui peut être capable de dégager. Par exemple, gagner une activité de revenus. Au niveau de financement, un organisme qui t'a accompagné nous, c'est projet HOPE.
qui signifie espoir en anglais, et puis tout nous avons support USAID tout. Après activité ça, tant que moi t'ai dit que chat a continué à accompagner dans la mesure du possible, parce que nous avons fait des activités de microcrédit, donc c'est aider mon génétique pour capable commencer et pour capable commencer. Il y a des gens qui déjà génétique pour commencer, par exemple si c'est des gens qui fait crémasse pour vendre, des gens qui fait coquillole pour vendre, donc c'est dans niveau ça que nous sommes capables de continuer. Chercher moyen pour nous toujours accompagner, même si c'est un petit nombre, mais petit classe, on a privé. Et moi, je souhaite que le projet il toujours continuer et nous toujours gagner porte nos grands ouverts avec l'autre monde qui gagne l'autre handicap. Donc, nous pas ouvert seulement pour handicapés visuels. Donc, par exemple, nous commençons ouvert à monde qui est handicapé moteur, monde qui a un problème, mais monde qui pas entendre bien. Les bénéficiaires ont salué l'initiative de la Société haïtienne des aveugles et encouragent les handicapés à profiter de chaque occasion de se former pour être mieux à même de vivre de manière autonome. Sans éducation et sans formation, l'intégration des handicapés restera un vain mot, ont-ils dit. Ils souhaitent à présent avoir les moyens de lancer une petite entreprise. Moi, étant qu'il y a un monde qui gradue l'artisanat, ça fait un plaisir parce que en société, il y a une façon que les nous ont fait exclusion par rapport avec nos non-voyants, mais nous-mêmes, pour nous capables d'inclure dans la société, nous sommes supposés gagner ça, bataille, ça, faut que nous gagnions des armes, formation, éducation, c'est ce qui permet que nous intégrions la société. Juste dans l'optique ça, je me sens fier étant que nous voyons pour me gagner des armes pour me capable d'intégrer la société à tout moment parce que cette société nous exclut. Mais pour nous inclure, il faut que nous ayons une formation pour nous capable de dire non à l'exclusion. Bon, nous espérons que dans le jour qui vient, nous pourrons concentrer nous pour que nous soyons capables de mettre nous sur le marché des affaires. Moi, satisfait de l'initiative là parce que bon longtemps, nous n'avons pas attendu ça, nous-mêmes qui sommes handicapés visuels, nous-mêmes qui sommes étudiants, nous avons des voix, tout ça, nous avons besoin de rédiger, nous avons besoin de support, un voyant qui pour rédiger pour nous. Mais avec le projet, nous n'avons pas de difficulté sans encore. Peu importe des voix, nous gagnons pour autre. Nous besoin de faire, nous avons une machine, nous capables d'utiliser la machine pour nous faire. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Des voix s'élèvent pour condamner l'agression dont le sénateur Moïse Jean-Charles a été l'objet de la part d'un agent de l'APENA. Maître Samuel Madistin, conseiller du comité de pilotage du MOPOD, demande que l'action publique soit mise en mouvement contre le policier fautif. Le coordonnateur du Conseil haïtien des acteurs non étatiques, Édouard Poultre, déplore la politisation de la police. La situation, selon lui, s'apparente à celle de 2003, où les policiers affichaient le plus grand mépris pour les lois et les droits des citoyens. À l'étranger, l'agent Bob Bergdahl, un soldat américain retenu en Afghanistan par les talibans pendant 5 ans, a été libéré à l'issue de l'échange contre 5 Afghans emprisonnés à Guantanamo. Cet échange de prisonniers constitue une ouverture pour des négociations entre les États-Unis et les talibans, selon le secrétaire d'État à la Défense, Chuck Hagel. Plus de 6 000 policiers ont été mobilisés par l'armée thaïlandaise pour empêcher de nouvelles mobilisations dans la capitale, Bangkok. L'armée estime que la réconciliation politique et les réformes prendront environ 1 an, période à l'issue de laquelle seront organisées les élections générales. En sport, San Antonio a dominé samedi Oklahoma City et remporté la finale de Conférence Ouest 112-107. Après prolongation, ce 4e succès face au Thunder permet également aux Spurs de s'offrir un remake de la finale NBA de l'an dernier.
Tennis, Roger Federer, Joe-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet ont quitté ce dimanche Roland Garros au stade des 8e de finale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.